En grève depuis le 9 janvier, les fonctionnaires ivoiriens ont cessé ce dimanche soir leur mouvement. Ils demandaient en outre le paiement de primes et d'arriérés de salaire. Au Mali, un hommage a été rendu ce week-end au monument de la paix à Bamako aux victimes de l'attentat suicide qui a visé des combattants de groupes armés signataires de l'accord de paix. Et puis pour diagnostiquer plus rapidement la pneumonie et mieux la combattre, une équipe d'ingénieurs ougandais a inventé une veste intelligente. En Gambie, un conseiller du nouveau président Adama Barrow a rapporté que plus de 11 millions de dollars manqueraient dans les caisses de l'État au moment où le président sortant s'envolait pour les îles, tout en déclarant que les experts en finance évaluaient encore l'ampleur de la perte constatée. Mais Ahmad Fati affirme que les caisses ont été vidées durant les 2 semaines qui ont précédé le départ de Yaya Jammeh. Des voitures de luxe et autres objets de luxe auraient également été chargés dans l'avion dans lequel il a embarqué et a quitté le pays. En effet, après 22 ans de règne sans partage, Yaya Jammeh a accepté ce week-end de quitter la Gambie. Il avait contesté les résultats des élections avant de céder à la médiation initiée par la CEDEAO et la menace d'une intervention militaire. Et même si les autorités équato-guinéennes ne l'ont pas confirmé, Yaya Jammeh se trouverait actuellement dans le pays de Teodoro Obiang Nguema. Quant au nouveau président Adama Barrow, il se trouve encore à Dakar et la date de son retour en Gambie n'est pas encore fixée. Cependant, les troupes de la CEDEAO ont fait leur entrée dans la capitale Banjul afin de préparer son arrivée. Les fonctionnaires ivoiriens en grève depuis le 9 janvier ont cessé leur mouvement dimanche soir, a annoncé un représentant syndical à la télévision publique nationale. Les organisations syndicales ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève pour donner une chance aux discussions, a affirmé Théodore Nyanyanzadi de la plateforme qui regroupe une cinquantaine de syndicats de fonctionnaires. Sur cette base, je vous invite à la reprise ce lundi 23 janvier dès 7h30. Camarades, reprenons le travail pour que le pays reprenne, a-t-il conclu, précisant que de nouvelles négociations auront lieu à partir de mardi. Outre un changement de cap sur les retraites, les syndicats demandaient des revalorisations salariales et le paiement de primes et d'arriérés de salaire. La réforme des retraites est intervenue en 2012, mais ses premiers effets se font véritablement sentir en 2016 avec la mise à la retraite de fonctionnaires touchés par la loi. Cette réforme fait passer l'âge de la retraite de 55 à 60 ans, voire 65 ans pour les grades les plus élevés. Les cotisations augmentent de 6 à 8,33% du salaire, alors que les pensions ont été réduites de 30 à 50% selon les catégories. Des représentants de l'opposition politique, de la société civile et de la diaspora burundaise se sont réunis ce week-end en Belgique pour arrêter une stratégie commune contre le pouvoir burundais, a-t-on appris auprès d'un de leurs porte-parole. Cette réunion a rassemblé 34 personnalités, dont les principales figures politiques, regroupées au sein du CNIRED et celles de la société civile ayant fui le Burundi en raison de la répression sanglante qui s'est abattue sur le pays. Le Burundi est plongé en effet dans une grave crise depuis l'annonce en avril 2015 de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat controversé et son élection en juillet de la même année. Les violences ont fait plus de 500 morts et poussé plus de 300 000 personnes à quitter le pays depuis avril 2015. Cette première tentative des forces opposées au président Nkurunziza de s'unir a suscité le scepticisme de nombreux internautes qui ont pointé l'ego surdimensionné des opposants burundais et leur incapacité légendaire à s'unir. Les acteurs politiques maliens, toutes tendances confondues, se sont donné rendez-vous ce samedi au pied du monument de la paix de Bamako pour condamner l'attaque suicide contre le camp du mécanisme opérationnel de coordination MOC dans la 7e région du Mali qui a fait 75 morts et 115 blessés. Nous sommes venus dire qu'à ce niveau, il n'y a pas de clivage politique. Nous sommes venus à dire à ce niveau qu'il n'y a pas d'origine, ni raciale, ni ethnique, ni catégorielle. Femmes, jeunes et vieux, tous les Maliens doivent se donner la main
pour que nous puissions sortir d'une situation aussi difficile. Ce grand rassemblement initié par l'opposition malienne était également l'occasion pour les acteurs politiques maliens de parler des projets de lutte contre le terrorisme. Ce ne sont pas uniquement les FAMA, c'est la plateforme, c'est la SEMA. Donc ça veut dire quelque part aussi que nous sommes sur la bonne voie. Que si les terroristes nous attaquent aujourd'hui sur cela, c'est que quelque part, nous arrivons aussi à marquer des points. Et je crois aussi qu'au-delà de la donne terroriste, il faut aussi que l'on se prenne sur la donne narco. C'est extrêmement essentiel pour le nord du Mali aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est cette union sacrée. Vous assistez à ce rassemblement des filles et des fils du Mali. Le Maya fait des Maliennes et des Maliens les enfants d'une même mère, des mêmes pères. Nous sommes tous des frères. Et devant l'adversaire, les frères n'ont autre solution que de serrer les coudes, de se donner la main. Disons que religieux, syndicalistes et acteurs de la société civile ont tous pris part à ce rassemblement qui avait pour slogan « Nous sommes le Mali et nous restons debout et forts malgré les attaques terroristes ». Une veste intelligente capable de diagnostiquer la pneumonie plus rapidement qu'un médecin et devant permettre de mieux combattre une maladie qui fait plus de victimes infantiles qu'aucune autre au monde. L'idée est venue d'Olivia Kuburongo, 26 ans, membre d'une équipe d'ingénieurs marquée par les nuisances que cause une telle maladie. La pneumonie est un gros problème, surtout en Afrique subsaharienne, à cause de la pollution atmosphérique qui vient de l'environnement encombré, des fumées, des carburants et aussi du froid en altitude. Ma grand-mère était malade sur son lit de mort. Elle venait de changer d'hôpital et en arrivant au nouvel hôpital où elle était en soutien respiratoire, ils ont réalisé que le diagnostic du premier hôpital n'était pas bon et il était maintenant trop tard pour la sauver. Avec cette invention, Olivia et les siens espèrent pouvoir éviter à l'avenir ces cas de décès. Le problème que nous essayons de résoudre est de diagnostiquer la pneumonie à un stade précoce avant que ça devienne grave et nous essayons aussi de résoudre le problème du manque de personnel dans les hôpitaux parce qu'actuellement nous avons un docteur pour 24 000 patients dans le pays. Si l'expérience se révèle concluante en Ouganda, elle pourra être éditée dans d'autres pays africains et dans d'autres endroits du monde où la pneumonie tue des milliers d'enfants. Fermé pour rénovation après un attentat en 2014, le musée des arts islamiques égyptiens rouvre ses portes. L'événement a conduit la présence du président Abdel Fattah al-Sisi. L'attentat avait endommagé le bâtiment et plus d'une centaine de vestiges. Le 24 janvier 2014, une voiture a explosé devant la direction de la sécurité du Caire, provoquant des dommages dans la façade du musée et dans certains objets et vitrines. Mais Dieu merci, nous avons terminé tous les travaux de restauration, comme vous pouvez le constater. Toutes les pièces qui ont été endommagées dans l'incident terroriste ont été restaurées, et ceci grâce aux efforts efficaces des conservateurs du ministère des Antiquités. Le musée des arts islamiques égyptiens abrite une collection de plus de 100 000 pièces, dont une épée et des objets ayant appartenu au prophète de l'islam, Mahomet. C'est l'un des plus importants musées au monde dans le domaine de l'art islamique. Pollution de l'environnement en Chine. Le constat est alarmant et interpelle toutes les parties de la société. Une poignée d'avocats chinois portent plainte contre la pollution de l'air. Ils accusent les pouvoirs publics de ne rien faire pour protéger la population. Ces hommes de droit, défenseurs de l'atmosphère, ne craignent aucunement les représailles. Notre objectif principal est d'élever la conscience des gens vis-à-vis de la pollution et de les réveiller sur le fait que le gouvernement devrait porter les responsabilités de son inaction et de sa réponse inefficace. Si on fait les choses suivant la loi et qu'on est arrêté, cela montrera simplement aux gens la nature de notre soi-disant règle de droit. La règle de droit est seulement un slogan, un mensonge.
Tout le monde est une victime et est affecté personnellement en respirant de l'air pollué. Nous sommes des avocats et aussi des citoyens et nous sommes aussi touchés par la pollution. Pour la première fois dans l'histoire du premier pollueur de la planète, des citoyens en ont appelé à la justice le mois dernier. C'était au moment où le nord de la Chine suffoquait sous un pic de pollution affectant pas moins de 460 millions d'habitants. Les 6 avocats à l'origine des différentes plaintes déposées devant plusieurs tribunaux locaux assurent que leur combat leur vaut davantage de soutien populaire que les affaires de droits de l'homme qu'ils défendent habituellement à leurs risques et périls. Durcissement de la réglementation anti-incendie aux Émirats. Ville ultra-moderne de 2 600 000 d'habitants, Dubaï a annoncé dimanche de nouvelles mesures. Une décision qui survient après une série de feux spectaculaires qui ont embrasé plusieurs gratte-ciel les mois derniers. La répétition de tels incendies a été attribuée principalement au revêtement des bâtiments qui aident le feu à se propager. La défense civile a donc introduit de nouvelles règles concernant la qualité de ces matériaux. C'est ce qu'a annoncé le chef des inspecteurs de ce service. Nous déployons de gros efforts dans cela. Nous sommes convaincus que nous aurons les revêtements les moins inflammables du monde. Il y a un calendrier pour tous les revêtements. Il y a un entretien. Donc une fois le moment venu, ils doivent le changer. Tout doit être entretenu. Ils devront les entretenir dans les délais. La plupart des incendies sont causés par des générateurs ou des installations électriques dans les bâtiments. Au premier trimestre de 2017, nous allons commencer à produire ces instruments de nanotechnologie aux Émirats arabes unis et commencer à les exporter à travers le monde. Le paysage urbain de Dubaï est composé de centaines de tours construites dans les années 2000 lors du boom de l'immobilier dans cet émirat. Afin d'éviter les gros extincteurs, des instruments de nanotechnologie de 2 cm sur 2 cm peuvent être utilisés pour lutter contre les départs de feu.